Vous savez ce qu'on dit des champions? Qu'ils sont intouchables, invincibles, que rien ne peut les atteindre. En 1994, Ayrton Senna était de cela. Triple champion du monde, 41 victoires, 65 pole positions, des chiffres qui donnent le vertige. Mais parfois, quand on atteint des sommets, la chute peut être fatale. L'histoire que je me prête à vous raconter, c'est celle d'un champion qui doute, d'un géant qui vacille, d'une légende qui nous quitte beaucoup trop tôt. Début 1994, la Formule 1 vient de changer ses règles. Plus d'ABS, plus d'anti-patinage, plus d'assistance électronique. Pour beaucoup de pilotes, c'est comme si on leur avait coupé les ailes. Mais pour Senna, c'est comme si on lui avait arraché une partie de son âme. Je vous explique. Imaginez que vous êtes un virtuose du piano, que vous avez passé des années à maîtriser votre instrument, et puis qu'un jour, on change les touches de place. C'est toujours un piano, mais vous ne savez plus en jouer. Alors, à votre avis, comment Senna trouvait sa nouvelle Williams? Abominable. Lui qui avait l'habitude de flirter avec les limites de ses voitures, à ne faire qu'un avec elle, se retrouve soudain à lutter contre elle. Les essais d'avant-saison sont catastrophiques, les ingénieurs sont perdus, Senna, pour la première fois depuis des années, doute. Et puis il y a ce gamin, Michael Schumacher, 25 ans, pas un titre mondial, mais une fin de loup. Sa Benetton semble immunisée contre les problèmes qui affectent toutes les autres voitures. Bizarre, vous ne trouvez pas? Certains murmurent que l'équipe triche, que des systèmes électroniques sont encore présents, mais les preuves sont inexistantes. Et puis, selon le règlement, il n'est pas interdit qu'elles soient présentes. Par contre, il est interdit de les utiliser. Pourtant, au premier Grand Prix de la saison, au Brésil, Senna arrache la pole position. Comme à son habitude, direz-vous. Mais en course, c'est une catastrophe. Une tête à queue ridicule alors qu'il menait lui a coûté la course. Il a juste oublié. Oublié qu'il n'avait plus d'assistance électronique. La foule brésilienne est sous le choc. Leur héros, leur dieu, vient de commettre une erreur de débutant. Deuxième course, Grand Prix du Pacifique. Nouvelle pole position, Senna est toujours le roi sur un tour. Mais au départ, une collision avec Hakkinen le force à un deuxième abandon de la saison. Pendant ce temps, Schumacher empile les victoires avec une facilité déconcertante. Le jeune loup est en train de dévorer le vieux lion. Alors, quand on arrive à Imola, l'ambiance est particulière. Senna a quelque chose à prouver. Et le circuit d'Imola, eh bien, c'est Imola. 5 km, 17 virages et, bien entendu, le tristement célèbre virage de Tamburello, qui connaît déjà de multiples accidents dont celui de Nelson Piquet en 1987. Le vendredi, le circuit va envoyer un premier avertissement, et pas des moindres, puisque le sort a décidé de s'abattre sur Rubens Barrichello. Vous savez, ce n'est pas juste un autre pilote brésilien pour Senna, c'est son protégé, son successeur, celui qu'il avait personnellement guidé depuis les catégories inférieures. Senna avait tout fait pour lui. Le sponsoring, les conseils, lui ouvrir les bonnes portes, il avait vu en lui quelque chose de spécial. Ele precisa que os patrocinadores paguem mais pro ano que vem, senão como é que o garoto vai correr no ano que vem? Não, é sério, no início a gente luta pra caramba pra conseguir uma equipe boa, carro bom pra vencer. Alors, je ne vous dis pas le choc de Senna quand, à 225 km/h, sa voiture s'envole et crache. Vous voulez savoir ce que ça fait 95 G d'impact? Prenez votre poids, multipliez-le par 95 et posez ce poids sur vous. C'est exactement ce qu'a ressenti Rubens Barrichello. Le silence qui suit l'accident est assourdissant. Les secours se précipitent, le docteur Sid Watkins, chef du service médical de la Formule 1 et un ami proche de Senna, est le premier sur place. Par miracle, Barrichello s'en sort avec un nez cassé et quelques contusions. Quand il reprend conscience, sa première question est pour Senna. Est-il là? Bien sûr qu'il était là. Senna a couru à l'hôpital dès qu'il a su. Ce soir-là, dans le motorhome de Williams, Senna reste silencieux plus longtemps que d'habitude. Quelque chose le travaille. Il appelle sa compagne, Adriane Galisteu. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, lui dit-il. L'ambiance est étrange. Mais ce n'était que le vendredi. Le samedi est différent. Roland Ratzenberger, un rookie pilote autrichien de 33 ans, réalise son rêve en courant en Formule 1. Et vous savez quoi, c'est un battant ce Roland. Pas le plus talentueux peut-être, mais certainement l'un des plus déterminés. Il a tout sacrifié pour être là. Son aileron avant est légèrement endommagé après avoir mordu un vibreur. Mais il continue. À plus de 300 km/h, son aileron cède. L'impact est brutal, fatal. Senna est dévasté. Le reste du plateau aussi évidemment.
Pour la première fois de sa carrière, il refuse de remonter en piste. Il s'isole dans le Waterroom Williams. Le docteur Watkins le retrouve en larmes. Le temps d'échanger quelques mots avec Senna, il lui dit « Why don't you quit? » He said, I can't quit. I have to go on. Ce soir-là, Senna a fait quelque chose d'inhabituel. Il appelle son frère, Leonardo, il parle pendant des heures, de la famille, du Brésil, de l'avenir. Puis il prend un drapeau autrichien. Il veut le brandir après la course en hommage à Roland. Dimanche matin, le briefing des pilotes est tendu. Senna prend la parole, il veut rediscuter de la sécurité. Certains pilotes l'écoutent, d'autres pensent qu'il dramatise. Le départ approche, Senna s'isole pour sa routine habituelle, méditation, visualisation, prière dans son casque. Il garde une petite photo de Jésus, pas pour gagner, juste pour être en paix. Et une fois de plus, Senna va faire quelque chose d'inhabituel ce matin-là. Il écrit des notes sur la sécurité, des idées de changement. La suite... Non, on ne va pas parler de la suite tout de suite. Parlons plutôt de ce que ça signifie être pilote de F1. De ce que ça fait de monter dans une voiture quand tout vous dit de ne pas le faire. Ces gars-là ne sont pas fous. Vous savez, ils sont pas suicidaires, ils sont différents. Ils voient le monde autrement. Là où nous voyons du danger, ils voient des défis à relever. Aujourd'hui, la F1 est différente, plus sûre, plus propre, plus contrôlée. Chaque fois que vous voyez un halo sur une F1, c'est un peu grâce à Imola 94. Chaque mesure de sécurité, c'est un peu à cause de ce week-end. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre sa vraie valeur. Et la F1 a perdu beaucoup ce week-end-là. Mais elle a gagné quelque chose aussi. Une conscience, une responsabilité. Et puis vient le 6e tour. Vous savez, parfois le destin a une drôle de façon de nous rappeler que rien n'est acquis. Même pour les plus grands. Tamburello. Ce virage faisait froid dans le dos. 211 km/h. Une Williams qui perd sa trajectoire, un freinage désespéré et puis... le silence. Ce silence assourdissant qui envahit tout le circuit, qui glace le sang, qui fige le temps. Une pièce de suspension, un impact et soudain, plus rien n'a d'importance. Ni la course, ni le championnat, ni même la F1. Un morceau de suspension a traversé son casque comme une flèche mortelle. Ils ont décidé de continuer la course, vous savez. Certains diront que c'était une erreur, d'autres que c'est la tradition. Mais ce jour-là, personne n'avait vraiment la tête à ça. Schumacher gagne, mais personne ne célèbre. Le visage dans les stands... Je voudrais pouvoir vous le décrire, leur pâleur, cette incrédulité, cette réalisation lente et douloureuse que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Après, il y a eu les enquêtes, les experts ont tout décortiqué, la colonne de direction, les règlements, les choix techniques, et puis... comme si le comment pouvait nous aider à accepter le pourquoi. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à 18h à l'hôpital Maggiore à Bologne. Vous n'avez jamais vu un pays entier pleurer, moi si. 3 jours de deuil national, 3 millions de personnes dans les rues de Sao Paulo, des pancartes, des photos, des bougies, un peuple entier qui disait au revoir à son héros. Alain Prost, son plus grand rival devenu ami, est inconsolable. Mais si je vous disais que l'histoire ne s'arrête pas là? La mort de Senna devient un catalyseur pour le plus grand changement de l'histoire de la F1. Les circuits sont transformés. Tamburello n'existe plus sous sa version mortelle. Les voitures repensées de fond en comble. Les crash tests sont devenus plus stricts. Le HANS, le système qui protège la tête et le cou des pilotes, devient obligatoire. Des zones de dégagement sont élargies. La sécurité devient une obsession. L'enquête sur l'accident dure des années. La colonne de direction modifiée, l'absence d'assistance électronique, la pression des pneus, les théories abondent. Mais au final, peu importe la cause exacte. Ce qui compte, c'est ce qui a changé après. L'Institut Ayrton Senna, créé par sa sœur Viviane, devient une force de changement au cœur du Brésil. Des millions d'enfants accèdent à l'éducation grâce à lui. Senna continue sa course, contre la pauvreté cette fois, contre l'injustice, comme il l'a toujours fait. Cette rivalité naissante avec Schumacher, on saura jamais. L'Allemand deviendra le plus titré de l'histoire, mais beaucoup se demandent toujours. Et si Senna avait été là? Le mystique
contre le méthodique, l'artiste contre l'ingénieur. Le duel est resté à jamais inachevé. Encore aujourd'hui, je n'ose imaginer la rivalité que ça aurait pu être. Qui aurait gagné? C'est pas ça l'essentiel. C'est ce que cette rivalité nous aurait procuré. Aujourd'hui encore, quand vous allez à Interlagos, le circuit de Sao Paulo, vous verrez son portrait en géant. Des tribunes, des drapeaux brésiliens portant toujours son nom. Vous savez, les Brésiliens ont une expression. Senna n'est pas mort, il est juste en train de dépasser. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Son héritage dépasse largement ce qu'il aurait pu accomplir en une vie. Parce que certaines légendes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent juste la course. D'une autre façon.